DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Exercice 1. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Nous parlons aujourd'hui de l'initiative de Florian Roux, qui a réussi grâce à une idée de génie à faire revenir le public dans les salles de son cinéma qui se vidaient. Bonjour Florian, expliquez-nous. Alors, depuis plusieurs années déjà, j'observais dans mon cinéma que le nombre de spectateurs diminuait. Avec l'explosion des plateformes de vidéos à la demande, comme Netflix ou Amazon Prime, il devient difficile pour les petits cinémas indépendants comme nous d'attirer encore du public, malgré les efforts qu'on fait sur les films à l'affiche. J'ai donc décidé de proposer un nouveau service de film à la demande, mais au cinéma. Le principe est simple. Il suffit de se connecter sur notre site et de sélectionner le film qu'on souhaite regarder. Il n'est même pas nécessaire de se créer un compte. Il faut au minimum 10 spectateurs pour que la demande soit acceptée, car ça doit être rentable pour nous aussi. Les horaires sont flexibles et il nous suffit de vérifier la disponibilité du titre choisi pour pouvoir le projeter. Mais alors, quel est l'intérêt, Florian, à l'heure justement où tout est disponible en ligne gratuitement? Le coût est celui d'une séance classique, mais avec le film de son choix. Regarder un film, c'est vivre un instant chaleureux entre amis ou en famille. Les salles de cinéma permettent un confort qu'il est difficile d'avoir quand on regarde un film chez soi, serré à plusieurs sur le canapé et face à un petit écran. On écoute le témoignage d'Alexandra qui a participé récemment à une séance de ce type. Oui, alors c'est vrai que les cinémas proposent des écrans immenses et un certain confort, mais ce n'est pas ce que je recherche le plus. Moi, ce qui me plaît quand je regarde un film au cinéma, c'est la puissance des bandes son. Je trouve que la musique, c'est primordial pour se plonger dans le film. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une vraie salle de cinéma. Oui, ce qui plaît surtout, c'est cette immersion que permet le cinéma. D'ailleurs, plusieurs établissements scolaires se sont aussi emparés de ce format. C'est plus simple de choisir un film et une date précise pour pouvoir le diffuser à tout un groupe d'élèves. Ce système fait venir au cinéma des jeunes qui sont davantage habitués aux séries et connaissent peu le cinéma finalement. Ces séances, ça les encourage aussi à revenir et à s'habituer à ce lieu dans lequel ils pourront découvrir les films à l'affiche lors d'une prochaine visite. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir un film entre amis ou avec un groupe. Mais il est aussi possible de regarder un film avec des inconnus, Florian. Oui, c'est bien ça. En fait, il faut au minimum 10 participants. Mais si vous n'êtes que 2 au départ, vous pouvez choisir et proposer un film. Ensuite, d'autres spectateurs intéressés pourront se joindre à vous. C'est comme ça qu'on peut rencontrer des gens qui partagent une passion pour un type de film ou un réalisateur. Est-ce que vous comptez par la suite étendre ce dispositif à d'autres cinémas de la ville? Je souhaite déjà accumuler de l'expérience avec ce format dans mon établissement pour voir ce que ça donne. Si quelqu'un est intéressé par ce projet, il pourra le proposer ailleurs. Mais de mon côté, en tout cas, je ne le souhaite pas.
Nous parlons aujourd'hui de l'initiative de Florian Roux, qui a réussi grâce à une idée de génie à faire revenir le public dans les salles de son cinéma qui se vidaient. Bonjour Florian, expliquez-nous. Alors, depuis plusieurs années déjà, j'observais dans mon cinéma que le nombre de spectateurs diminuait. Avec l'explosion des plateformes de vidéos à la demande, comme Netflix ou Amazon Prime, il devient difficile pour les petits cinémas indépendants comme nous d'attirer encore du public, malgré les efforts qu'on fait sur les films à l'affiche. J'ai donc décidé de proposer un nouveau service de film à la demande, mais au cinéma. Le principe est simple. Il suffit de se connecter sur notre site et de sélectionner le film qu'on souhaite regarder. Il n'est même pas nécessaire de se créer un compte. Il faut au minimum 10 spectateurs pour que la demande soit acceptée, car ça doit être rentable pour nous aussi. Les horaires sont flexibles et il nous suffit de vérifier la disponibilité du titre choisi pour pouvoir le projeter. Mais alors, quel est l'intérêt, Florian, à l'heure justement où tout est disponible en ligne gratuitement? Le coût est celui d'une séance classique, mais avec le film de son choix. Regarder un film, c'est vivre un instant chaleureux entre amis ou en famille. Les salles de cinéma permettent un confort qu'il est difficile d'avoir quand on regarde un film chez soi, serré à plusieurs sur le canapé et face à un petit écran. On écoute le témoignage d'Alexandra qui a participé récemment à une séance de ce type. Oui, alors c'est vrai que les cinémas proposent des écrans immenses et un certain confort, mais ce n'est pas ce que je recherche le plus. Moi, ce qui me plaît quand je regarde un film au cinéma, c'est la puissance des bandes son. Je trouve que la musique, c'est primordial pour se plonger dans le film. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une vraie salle de cinéma. Oui. Ce qui plaît surtout, c'est cette immersion que permet le cinéma. D'ailleurs, plusieurs établissements scolaires se sont aussi emparés de ce format. C'est plus simple de choisir un film et une date précise pour pouvoir le diffuser à tout un groupe d'élèves. Ce système fait venir au cinéma des jeunes qui sont davantage habitués aux séries et connaissent peu le cinéma finalement. Ces séances, ça les encourage aussi à revenir et à s'habituer à ce lieu dans lequel ils pourront découvrir les films à l'affiche lors d'une prochaine visite. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir un film entre amis ou avec un groupe. Mais il est aussi possible de regarder un film avec des inconnus, Florian. Oui, c'est bien ça. En fait, il faut au minimum 10 participants. Mais si vous n'êtes que 2 au départ, vous pouvez choisir et proposer un film. Ensuite, d'autres spectateurs intéressés pourront se joindre à vous. C'est comme ça qu'on peut rencontrer des gens qui partagent une passion pour un type de film ou un réalisateur. Est-ce que vous comptez par la suite étendre ce dispositif à d'autres cinémas de la ville? Je souhaite déjà accumuler de l'expérience avec ce format dans mon établissement pour voir ce que ça donne. Si quelqu'un est intéressé par ce projet, il pourra le proposer ailleurs. Mais de mon côté, en tout cas, je ne le souhaite pas. Exercice 2. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez.
Aujourd'hui, nous abordons la question de la formation des jeunes et du regard qu'ils portent sur leurs années passées sur les bancs de l'école. En effet, d'après une étude récente, les jeunes Français font majoritairement un bilan assez négatif sur leur formation, car celle-ci ne leur donnerait pas assez d'informations concrètes sur ce qu'ils rencontreront sur le marché du travail. Avec nous, Aline Noailles, spécialiste de la formation professionnelle. Quand on interroge la tranche d'âge des 18-30 ans, on a massivement cette sensation que l'école ne leur a pas permis de trouver un emploi. Plus ils sont allés loin dans leurs études, et plus cette sensation est tenace. Le grand challenge de la formation des jeunes, c'est de répondre à cette attente légitime, qui est de se trouver une place sur le marché du travail. Ce qui m'a étonné dans les résultats de l'enquête menée, c'est que la plupart des jeunes se retrouvent finalement orientés dans une filière sans y avoir réfléchi. Presque par accident, pourrait-on dire. Je pensais qu'au contraire, les jeunes faisaient des choix par passion pour une matière, sans forcément faire preuve de maturité dans les décisions prises, mais au moins qu'ils se sentaient concernés. Oui, les résultats sont tout de même plus contrastés. Certains jeunes s'orientent par nécessité ou par passion, mais c'est vrai que ce n'est pas la majorité. Le résultat, c'est que pratiquement la moitié reste moins d'1 an en poste lors du premier emploi et se réoriente souvent dans d'autres filières. En fait, ils se rendent souvent compte que leur travail ne correspond pas à l'idée qu'ils s'en faisaient. Souvent, ils idéalisent ce premier emploi et sont bien déçus. Les relations avec les collègues qui ont plus d'expérience qu'eux peuvent être délicates à gérer, car les jeunes ont l'habitude de rester entre eux lors de leur formation. Pas facile donc de s'intégrer dans un milieu plus hétérogène. Et puis, ce qu'on constate aussi, c'est que les jeunes accordent beaucoup d'importance aux possibilités de carrière que leur permet ce premier emploi. Ils sont prêts à gagner peu si cela les aide par la suite à obtenir un poste qui correspond à leurs attentes. Et du côté des employeurs, Aline, on recherche surtout de l'adaptabilité, j'imagine. Puisqu'arriver sur un nouveau poste, c'est surtout devoir s'approprier tout un tas de nouveaux outils, reprendre les dossiers des collègues et se conformer aux règles de l'entreprise. Oui, ce ne sont pas les premiers postes qui permettent de mettre à profit son inventivité en général, et ce n'est pas toujours évident de découvrir autant de nouvelles choses. Ce qui est rassurant tout de même, c'est que, malgré ces difficultés, on constate que les jeunes diplômés trouvent rapidement du travail. Ce qui leur fait défaut, d'après l'enquête, c'est la rencontre avec des employeurs. Ces interactions pourraient instaurer un dialogue constructif pour que les jeunes se représentent davantage ce qu'ils trouveront une fois leurs études terminées. On pourrait aussi imaginer, comme cela se fait déjà, des salons de l'emploi, où les jeunes sont mis en contact avec des gens qui exercent déjà le métier qu'ils souhaitent faire. Il ne faut pas oublier que les jeunes ont déjà la possibilité d'être conseillés dans les centres de documentation et d'information de leurs établissements. C'est une aide essentielle, mais pas suffisante pour qu'ils puissent s'orienter efficacement. Merci Aline pour votre témoignage. Aujourd'hui, nous abordons la question de la formation des jeunes et du regard qu'ils portent sur leurs années passées sur les bancs de l'école. En effet, d'après une étude récente, les jeunes Français font majoritairement un bilan assez négatif sur leur formation, car celle-ci ne leur donnerait pas assez d'informations concrètes sur ce qu'ils rencontreront sur le marché du travail. Avec nous, Aline Noailles, spécialiste de la formation professionnelle. Quand on interroge la tranche d'âge des 18-30 ans, on a massivement cette sensation que l'école ne leur a pas permis de trouver un emploi. Plus ils sont allés loin dans leurs études, et plus cette sensation est tenace. Le grand challenge de la formation des jeunes, c'est de répondre à cette attente légitime, qui est de se trouver une place sur le marché du travail. Ce qui m'a étonné dans les résultats de l'enquête menée, c'est que la plupart des jeunes se retrouvent finalement orientés dans une filière sans y avoir réfléchi. Presque par accident, pourrait-on dire. Je pensais qu'au contraire, les jeunes faisaient des choix par passion pour une matière, sans forcément faire preuve de maturité dans les décisions prises, mais au moins qu'ils se sentaient concernés. Oui, les résultats sont tout de même plus contrastés. Certains jeunes s'orientent par nécessité ou par passion, mais c'est vrai que ce n'est pas la majorité.
Le résultat, c'est que pratiquement la moitié reste moins d'1 an en poste lors du premier emploi et se réorientent souvent dans d'autres filières. En fait, ils se rendent souvent compte que leur travail ne correspond pas à l'idée qu'ils s'en faisaient. Souvent, ils idéalisent ce premier emploi et sont bien déçus. Les relations avec les collègues qui ont plus d'expérience qu'eux peuvent être délicates à gérer, car les jeunes ont l'habitude de rester entre eux lors de leur formation. Pas facile donc de s'intégrer dans un milieu plus hétérogène. Et puis, ce qu'on constate aussi, c'est que les jeunes accordent beaucoup d'importance aux possibilités de carrière que leur permet ce premier emploi. Ils sont prêts à gagner peu si cela les aide par la suite à obtenir un poste qui correspond à leurs attentes. Et du côté des employeurs, Aline, on recherche surtout de l'adaptabilité, j'imagine. Puisqu'arriver sur un nouveau poste, c'est surtout devoir s'approprier tout un tas de nouveaux outils, reprendre les dossiers des collègues et se conformer aux règles de l'entreprise. Oui, ce ne sont pas les premiers postes qui permettent de mettre à profit son inventivité en général, et ce n'est pas toujours évident de découvrir autant de nouvelles choses. Ce qui est rassurant tout de même, c'est que, malgré ces difficultés, on constate que les jeunes diplômés trouvent rapidement du travail. Ce qui leur fait défaut, d'après l'enquête, c'est la rencontre avec des employeurs. Ces interactions pourraient instaurer un dialogue constructif pour que les jeunes se représentent davantage ce qu'ils trouveront une fois leurs études terminées. On pourrait aussi imaginer, comme cela se fait déjà, des salons de l'emploi, où les jeunes sont mis en contact avec des gens qui exercent déjà le métier qu'ils souhaitent faire. Il ne faut pas oublier que les jeunes ont déjà la possibilité d'être conseillés dans les centres de documentation et d'information de leurs établissements. C'est une aide essentielle, mais pas suffisante pour qu'ils puissent s'orienter efficacement. Merci Aline pour votre témoignage. Exercice 3. Vous allez écouter une fois 3 documents. Document 1. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Aujourd'hui, Jean, vous nous racontez l'extraordinaire histoire d'un homme devenu milliardaire et qui décide de ne plus l'être. Eh oui, Magali, ce milliardaire qu'on appellera Gérard, pour garder son anonymat, était à la tête d'une des plus grandes fortunes professionnelles. À 72 ans, il décide de tout donner à des associations caritatives et des hôpitaux. Il s'était fait la promesse de donner son argent, car selon lui, l'argent sert à aider les autres. Il doit être redistribué, il doit circuler. Le milliardaire dira aussi que la fortune qu'on possède ne nous appartient pas. Il faut la donner. Et ce qui est étonnant, Jean, c'est que le milliardaire a redistribué sa fortune en toute discrétion puisqu'il n'a fait que des dons anonymes. Il a écoulé sa fortune de don en don pendant 25 ans. Et ça y est, il n'est plus milliardaire désormais. Mais alors, Magali, comment ont réagi les associations quand elles ont reçu ces dons anonymes? Eh bien justement, les collaborateurs du milliardaire ont parfois dû convaincre les heureux bénéficiaires que l'argent était bien réel et qu'il n'était pas le fruit d'un quelconque trafic. Ce n'était pas toujours évident pour les associations de croire à ce qui leur arrivait. Ce n'est pas tous les jours qu'une association reçoit plusieurs millions d'euros de dons. Et on les comprend. Merci Magali. Merci Jean.
Document 2. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Aujourd'hui, nous parlons reconversion professionnelle, Lilia. Et quand je vous demande si vous avez déjà songé à changer de métier, il y a fort à parier que vous me répondiez oui. C'est exact, Jérôme. Selon une enquête récente, 93% des Français ont déjà envisagé d'en changer ou l'ont déjà fait. Et c'est seulement 7% des personnes interrogées qui répondent ne jamais avoir douté de leur choix de métier. Alors, malgré les efforts faits sur l'orientation des jeunes après le bac et les stages en entreprise qui se développent, c'est presque 2/3 des moins de 29 ans qui souhaitent se reconvertir. On pourrait croire que les professions qui payent le plus ou que les cadres qui occupent des postes à responsabilité sont épargnés, mais ce n'est pas le cas, Jérôme, puisque ce qui fait défaut, c'est bien souvent l'éthique de son entreprise. Il y a comme une perte de sens du travail accompli. Ce que recherchent les personnes en reconversion, c'est avant tout un travail qui leur permettra de s'accomplir parce qu'il sera en accord avec leur conception du travail, leur philosophie de vie. Et c'est vrai, même si on doit pour cela quitter ses collègues, Lilia? Oui, Jérôme, même quand on s'entend bien avec son équipe, on peut s'ennuyer à son poste. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que cette volonté de changement s'accompagne souvent d'une demande de formation. Et c'est en effet primordial pour que la reconversion soit réussie. Document 3. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Située en plein centre-ville de Tours, la résidence de Métis Cœur de Loire accueille actuellement 80 résidents âgés en moyenne de 90 ans. Cette moyenne d'âge a baissé en septembre avec l'arrivée d'une étudiante logée au sein de l'établissement. Camille Seyette, directrice de la résidence. Pour l'instant, nous avons fait le choix de commencer avec une étudiante, voir comment cela va se passer et en fonction, peut-être l'année prochaine, prendre un deuxième étudiant. Pour les étudiants, ça va être principalement le soir qu'ils vont dîner avec les résidents parce que le midi, ils ont souvent les cours. Voilà, donc il faut leur laisser aussi un petit peu de temps pour qu'ils travaillent. Mais c'est possible qu'ils viennent. Par exemple, là, Kimberley que nous accueillons, le vendredi, elle a cours uniquement le matin. Et effectivement, à partir de midi, elle est disponible, donc elle peut venir déjeuner avec les résidents. Kimberley Aïssani, étudiante en première année de licence en langue étrangère appliquée, est la première bénéficiaire du programme dans cette résidence. J'étais sur Limoges avant et du coup c'est agréable de pouvoir être dans une résidence comme ça. Il y a toujours quelqu'un 24 heures sur 24, donc c'est rassurant. Et même, je pense qu'en tant qu'étudiant, c'est parfois compliqué de trouver un emploi parce que des fois, on nous demande une expérience qui n'est pas forcément facile à acquérir, alors que là, on nous donne vraiment l'opportunité de nous faire une expérience et en même temps, ça nous apporte beaucoup sur le plan personnel. Copyright RFI. L'épreuve de compréhension de l'oral est terminée. Passez maintenant à l'épreuve de compréhension des écrits.